Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. En début de semaine, le monde entier a assisté au bras de fer entre le président soudanais Omar el-Béchir et la Cour pénale internationale en plein sommet de l'Union africaine à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un bras de fer remporté par le président soudanais qui a pu regagner son pays malgré l'interdiction d'un tribunal sud-africain suite à une plainte formulée par une ONG dans le cadre de la poursuite de la CPI contre Omar el-Béchir pour crimes contre l'humanité. Cette affaire qui a dominé le sommet de l'Union africaine, normalement consacré à la crise burundaise, relance la problématique des relations entre les chefs d'État africains et la Cour pénale internationale. 25e sommet de l'Union africaine, l'affaire el-Béchir, CPI et les recommandations du sommet, ce sera le premier thème à débattre dans cette émission. Ensuite, nous irons en Égypte, où le sort semble s'acharner contre l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Après les condamnations à 20 ans de prison et à la prison à vie, il vient d'être condamné à mort par un tribunal de son pays. Nouvelle condamnation de Morsi en Égypte, un long chapelet de peine pour l'ancien président islamiste, ce sera notre deuxième thème. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, je vous propose de suivre le flash d'information. En visite ce mardi en France, le président ivoirien Alassane Ouattara a promis au cours d'un entretien avec son homologue François Hollande que l'élection présidentielle dans son pays serait totalement apaisée. Il s'est également exprimé sur la rétention provisoire du président Omar el-Béchir en Afrique du Sud à l'issue du sommet de l'Union africaine. En Égypte, un tribunal a confirmé ce mardi la peine de mort contre l'ex-président Mohamed Morsi pour s'être évadé de prison lors de la révolte de 2011. Un peu plus tôt, le même tribunal l'avait condamné à la prison à vie pour espionnage et à 20 ans de prison pour incitation à la violence contre les manifestants en 2012. Enfin, la Tunisie a connu ce mardi l'un des plus graves drames ferroviaires de son histoire avec la mort d'au moins 18 personnes dans un accident entre un train et un camion dû à un défaut de signalisation au passage à niveau. On dénombre également 98 blessés, dont 3 dans un état critique. La problématique des relations entre les chefs d'État africains et la Cour pénale internationale à la suite des recommandations du 25e sommet de l'Union africaine qui demande le report des élections et l'envoi de troupes militaires pour sécuriser les populations au Burundi. C'est notre premier débat. Ce sera juste après le générique que voici. Pour ce débat, j'ai sur ce plateau deux invités. Il s'agit d'abord de Donkla Mabalo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM. Donkla Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai également sur ce plateau notre compagnon de tous les jours. Donc là, vous le connaissez bien, il s'agit de Joël, le tonutruant Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Donklam et bonjour aux téléspectateurs. Donc là, Mabalo, alors vous avez suivi donc le bras de fer, je le disais tantôt, entre le président soudanais Omar el-Béchir et la Cour pénale internationale. Quelle appréciation faites-vous de cette affaire qui a fait la une des journaux sur le continent africain en début de semaine? C'est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole avant mon contradicteur Joël Yetondi qui est avec moi aujourd'hui. Je vais avoir le temps de dire ce que je pense réellement. Vous savez, je pense que dans les relations internationales, lorsque vous êtes parti à un traité et que vous l'avez ratifié, vous devez vous donner l'obligation de respecter le traité. Et vous savez très bien que le traité instituant la Cour pénale internationale a été signé et ratifié par environ 106 États. Donc ça s'impose à ces États-là. Et ces États se doivent de respecter le traité. C'est sûrement dans ce cadre que la justice sud-africaine a décidé de poursuivre le président Omar el-Béchir, qui était poursuivi déjà pour ce que vous savez. Maintenant, entre la théorie des relations internationales et la pratique sur le terrain, il y a quand même un fossé. Je n'ai pas été surpris personnellement que le président soudanais puisse repartir chez lui sans être inquiété, parce que on aurait fait autre chose, que ça aurait créé un précédent grave dans les relations diplomatiques entre pays africains. Et je crois que l'Afrique du Sud, enfin le gouvernement sud-africain ne pouvait pas faire autre chose que ce qui s'est passé là. Mais il est important de remarquer que
la Cour pénale internationale, malheureusement, a des limites encore. Limite d'abord du point de vue des personnalités qui sont jugées jusqu'à présent. Vous allez constater avec moi que pour la plupart du temps, ce sont des chefs d'État africains qui sont poursuivis et condamnés. Même si les États-Unis n'ont pas ratifié ce traité-là, il faut remarquer que aucun chef d'État européen, malgré tout ce qui se passe en Europe, parce que c'est pas qu'en Afrique qu'il y a des crimes contre l'humanité, c'est pas qu'en Afrique qu'il y a des génocides, il y en a dans d'autres pays européens, mais il se fait que la Cour pénale internationale, jusqu'à présent, ne s'est pas encore intéressée à ces situations-là. D'où la faiblesse de la Cour pénale internationale par rapport à ces injonctions sur les États africains. Seulement que par principe, lorsque vous allez à un traité, vous devez pouvoir respecter les termes de ce traité. Mais dans quelles conditions respecter quand on sait que Omar el-Béchir n'est pas sud-africain? Et le cadre du sommet de l'Union africaine, c'est un cadre international. Et avant que le président soudanais n'arrive, l'Afrique du Sud a dû lui donner des garanties. Est-ce que dans ces conditions, on peut encore considérer l'accord signé par rapport à la Cour pénale internationale? C'est pour ça que je parlais de la théorie des relations internationales et de la pratique. Au-delà de la théorie, il y a un autre accord qui met en place l'Union africaine, qui est une institution internationale. Est-ce que dans le cadre de cet accord pour l'Union africaine, on a le droit de livrer Omar el-Béchir? Normalement. Ça dit qu'on doit aller au-delà de l'Union africaine. Ça veut dire que l'Union africaine, ça veut dire que l'Afrique du Sud dépasse, les lois de l'Afrique du Sud dépassent l'Union africaine. Il s'agit d'un traité qui concerne 106 pays signataires. Vous comprenez? Et les pays de l'Union africaine sont inclus dans les pays qui ont signé le traité. Et dans le traité, c'est clair que pour le champ d'application, c'est sur le territoire des pays signataires. Et donc si l'Afrique du Sud a signé le traité, c'est qu'on peut exécuter la condamnation ou bien l'appel de la Cour pénale internationale sur le territoire sud-africain. Et je suis sûr que c'est fort de cela que la justice sud-africaine a rendu ce verdict-là et qui demandait au gouvernement d'empêcher le président soudanais de repartir chez lui. Et ça, comme je l'ai dit, c'est la théorie de la justice internationale. Et je suis certain que la justice sud-africaine était dans ses droits lorsqu'elle demandait ce qu'elle a demandé. Mais entre cette intention et la réalisation de l'intention, il y a un fossé. C'est pour ça que je dis, l'autre c'est quand même un président de la République. Et comme vous avez dit, il a dû avoir des assurances de l'État sud-africain avant d'aller à ce sommet. Et on ne peut pas, au cours de sommet, arrêter un président de la République. Sinon, dans ces conditions, on arrêterait alors tous ceux qui sont poursuivis. Et c'est ça, et c'est un précédent très grave dans les relations sud-sud, dans les relations entre États africains. Le gouvernement sud-africain ne pouvait pas faire autre chose. Et c'est là, encore une fois, la faiblesse de la Cour pénale internationale. Chevalier Tondi, votre avis par rapport à cette question? Oui, c'est un camouflet pour la CPI, elle qui effectivement a à revoir sa copie, parce que jusqu'à preuve de contraire, on lui reproche de bon droit que cette Cour n'a Dieu et d'affaires de dossiers scabreux que pour les dossiers chefs d'État africains. Oui, il faut faire un travail dans ce sens pour donner confiance. On aurait donc dû la rebaptiser la Cour pénale africaine? Non. L'ossature, la composition, les tests fondamentaux de la Cour en eux-mêmes ne sont pas mauvais. C'est au niveau de l'application. Donc, il faut travailler dans ce sens à redonner confiance à tout le monde, que tout le monde ait l'impression qu'on est égaux devant la loi. Et ce problème, à petite échelle, c'est le même. C'est-à-dire, le plus faible a l'impression que la justice n'existe que pour elle. C'est simplement ça qu'on a rapporté à une échelle un peu plus importante, parlant de ces pays africains. Mais si la CPI veut qu'on continue à lui faire confiance, il va falloir qu'elle travaille dans ce sens. Il y a beaucoup de dossiers sur sa table. Il faut que déjà les concédés soient interpellés. Maintenant, pour ce qui s'est passé en Afrique du Sud, oui, on peut comprendre, en même temps fustiger l'acte. Oui, parce que ça ne s'explique pas. Lorsque devant micro et caméra, vous-même, vous avez pris l'engagement de respecter un certain nombre de prescriptions, il faut aller jusqu'au bout. Mais là encore, c'est vrai, comme l'a souligné donc là, l'Afrique du Sud se retrouvait dans une situation très délicate. Elle, qui déjà s'était retrouvée en porte-à-faux avec ses pairs lorsqu'il s'est agi de la xénophobie dans son pays, et que ce soit elle encore, cette Afrique du Sud, qui soit obligée de livrer Omar el-Béchir, ça ne s'entend pas. Il y aura des précédents très graves. Mais en même temps, il faut saluer cette Afrique du Sud qui, hier, pendant l'organisation de la Coupe d'Afrique, il y a eu cette volonté déjà de Omar el-Béchir de venir en Afrique du Sud. On lui a fait savoir que cela ne peut être possible. S'il venait, il va être arrêté. Alors l'Afrique du Sud a mis déjà les gants. L'Afrique du Sud
en amnistiant les chefs d'État qui allaient venir, on pouvait s'attendre à ce à quoi on est en train de s'attendre là. Donc cela ne devrait pas surprendre outre mesure, mais il faut travailler. C'est en même temps le moment, l'occasion de constater avec la CPI qu'il va falloir toucher aussi une partie de ces tests. Lorsqu'il est question pour ces chefs d'État de livrer ou d'aider à l'application des mandats délivrés par la CPI et qu'ils doivent se comporter de la sorte, c'est vraiment une faiblesse fondamentale. Il faut davantage outiller. Si on doit livrer des personnalités parce qu'elles sont en déplacement dans des pays étrangers, est-ce que vous pensez que des personnalités, des chefs d'État vont encore se déplacer? Si on doit être franc et honnête avec soi-même, posons les débats tels ils se posent. Personnalité, c'est ce qu'on dit, c'est un faux débat. C'est dommage, c'est ça le monde. On ne va pas changer le monde du jour au lendemain, mais il va falloir travailler pour. De quoi parlons-nous? Quand on parle de personnalité, personnalité reste avant tout un justiciable. Il ne faut pas que les chefs d'État aient l'impression que eux, ils ne sont justiciables que devant le bon Dieu. Non, le voleur, lorsqu'il pose l'acte répréhensible, il se retrouve aux États-Unis, n'importe où, on doit pouvoir l'interpeller. Et quand on prend ce dont nous parlons aujourd'hui, on ne va pas oublier le dossier non plus. Non, quand on parle, on se rapporte du dossier. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, Joël Etondi. Dans cette affaire, chose fondamentale que je voudrais soulever, c'est quoi? Quand on parle de personnalité, il ne faut pas négliger non plus l'aspect personnalité des gens, parce que une personnalité n'est pas injusticiable au même titre que vous et moi, malheureusement, Joël. Il représente toute une nation. Et il faut dire que c'est un président en exercice. Il est en fonction. Si c'était un ancien président, le contexte ne sera plus le même. Moi, j'ai noté quelque part le champ d'application de ce traité de Rome qui institue la Cour pénale internationale. On dit qu'il n'y a pas de rétroactivité. On dit que la juridiction ne s'exerce que sur le territoire d'un État qui a ratifié le statut de Rome, quelle que soit la nationalité de l'auteur présumé. Donc ça veut dire quoi? Quelle que soit votre nationalité, si vous êtes interpellé par la Cour pénale internationale et que vous vous retrouvez sur le territoire d'un État qui a ratifié le traité, on peut vous poursuivre. Et c'est le cas de Omar El-Béchir en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud était dans ses droits, mais l'Afrique du Sud a été plus royaliste que le roi, c'est tout. Ça ne pouvait pas. On ne pouvait pas mettre la main sur Omar El-Béchir en Afrique du Sud. Ça allait créer quand même un autre précédent très grave. Joël, je constate, je veux rebondir sur cette question. Je dis non. Non, c'est fait une mauvaise lecture ou de la mauvaise foi. Et c'est à la limite un peu injurieux à nous-mêmes Africains de nous comporter comme ça. Parce qu'on n'a pas fermé les yeux aux chefs d'État africains. Ce même texte stipule, comme donc l'homme l'a dit, l'Afrique du Sud a ratifié les principes fondamentaux qui régissent la Cour pénale internationale et devrait donc livrer par rapport au test Omar El-Béchir, fut-il président. Pourquoi? D'autant que c'est stipulé, je crois, en son article 84, que l'immunité n'est pas reconnue à ceux qui ratifient les tests de la Cour pénale internationale. Donc, où que vous soyez, il n'y a pas d'immunité. Vous soyez chef d'État ou pas, on vous arrête lorsque vous êtes reconnu coupable, lorsqu'on vous interpelle. Oui, mais là, il n'est pas encore reconnu coupable. Non, s'il vous plaît. Oui, on vous attention. On a dit, lorsque vous êtes poursuivi, vous devez pouvoir répondre. Et vous respectez les tests dans leur intégralité. Et lorsque c'est dit, noir sur blanc, que l'immunité n'est pas reconnue à ceux qui ratifient ces tests et qui doivent l'appliquer et accompagner la Cour pénale internationale, je pense que si c'est pour respecter vraiment les tests, les personnalités, on n'en a que faire. Ce sont eux qui ont ratifié. Donc, Omar El-Béchir est en Afrique du Sud et l'homme est poursuivi pour crime de guerre, génocide. On doit pouvoir l'envoyer. Je dis, si c'est respectueux des tests... C'est ça la logique. C'est ça la logique. C'est-à-dire, vous êtes resté attaché au texte, collé au texte. Mais ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que c'est un président en exercice qui a une certaine légitimité dans son pays. Mais si vous étiez président, prenons un exemple simple. Hein. Vous êtes président de la République et vous allez à un sommet africain et on vous arrête. Vous pensez que vos nationaux, les gens dont vous avez la charge, la responsabilité vont se laisser faire? Vous pensez que si on mettait la main sur Omar El-Béchir en Afrique du Sud, les Soudanais vont se laisser faire? C'est pour ça que je dis, la théorie des relations internationales... Les Soudanais allaient faire quoi? Ils vont déclarer une guerre à l'Afrique du Sud? Ce n'est pas exclu. Et puis ils sont déjà dans l'habitude de la guerre. C'est ça le problème. Oui, mais vous voyez quand même la distance entre les deux pays. Oui, mais la distance, c'est sur la terre quand même. C'est quand même sur la terre. Donc moi, je pense que il y a la réalité des relations internationales, mais la pratique fait que si on va sur ce terrain-là, ça a un accident très grave pour les relations diplomatiques. Parce qu'un président qui va à un sommet, et qui va à un sommet, vous l'arrêtez. Alors qu'avant qu'il ne vienne,
à votre sommet, vous lui avez sûrement donné des assurances. Donc la justice, c'est là où je dis la séparation des pouvoirs, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que la justice joue son rôle. Et le gouvernement sud-africain également a joué son rôle. Son rôle diplomatique. Non, Joël, s'il vous plaît, je reviens sur cet aspect qui, ma foi, elle est très importante. Je dis, lorsqu'on souscrit à un test, même dans l'application, c'est faisable. Je dis, ce qui s'est passé, quelque part, est injurieux, à la limite, à nous-mêmes Africains. Soit on est responsable, on n'est pas responsable. Je ne veux pas dire qu'il a été question d'irresponsabilité, mais ça y ressemble. Parce que quoi ? L'Afrique du Sud connaît les tests et les respecte. Hier, on a vu cette Afrique du Sud, en 2009, en 2010, dire à Omar El-Béchir, si vous venez ici, on risque de vous arrêter. Omar El-Béchir n'est pas venu. L'Afrique du Sud veut organiser le 25e sommet de l'Union africaine. Alors, ce qu'il y avait lieu de faire, pour montrer un peu une certaine responsabilité, de l'audace, de l'engagement et du respect même pour soi, ce qu'il y avait lieu de faire, c'est de réitérer l'acte d'hier. Il ne faut pas, non, s'il vous plaît, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être plus les mêmes responsables qui sont à la tête de l'Afrique du Sud? Oui, mais c'est ça le problème. Parce que on est en train d'apprécier ce qui doit être. On ne peut plus continuer comme ça. Un chef, c'est prendre de la hauteur et agir comme cela se doit. Je dis, ce qui a été fait hier, c'est ça qui aurait pu être fait. Ce que Jacob Zuma a fait, amnistier ceux qui prennent pas, ceux qui ne doivent prendre pas au sommet, c'était pas applaudi. C'est ça, je dis, qu'il faut souligner. Ça, c'est un faux pas. On ne peut pas. Vous imaginez aussi que Jacob Zuma aille quelque part et qu'il y ait un mandat contre lui? Non, je dis, c'est ça, je dis, faisons la part des choses. Faisons la part des choses. Moi, je continue de le dire. Si nous continuons par refuser de voir partout et dans tous les actes que nous posons, là où nous avons buté, c'est que nous sommes des hypocrites. Il faut finir avec ça. Et là où nous avons buté, non, je dis, hier, on a eu, nous devons, non, forcément, c'est ça, noir sur blanc, on doit être d'accord pour ça. Hier, on a vu des chefs qui nous ont fait vraiment honneur. J'ai de l'admiration pour. Je continue de dire que moi-même, je ne salue pas la façon dont les opérations se font au niveau de la CPI. Mais je dis, si hier, on a eu des chefs qui ont eu de l'avance, c'est ça. Vous venez se prévoir, qui ont su dire non. Vous ne devez pas être d'accord lorsque vous venez, on vous arrête. Avec les déclarations de Robert Mugabe, le président en exercice de l'Union africaine, qui a dénoncé justement cette opération de la CPI. Robert Mugabe, on le connaît pour ses prises de position. Je dis, j'essaie juste de donner ma lecture de fait, et je trouve que nous devons faire la part des choses. La CPI a ses problèmes, il faut corriger, mais nous, Africains, nous avons été les premiers à avoir souscrit à cela. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, si nous pensons... Vous êtes d'accord avec sa proposition de retirer les pays africains de la CPI? Tout bonnement. Si vous pensez aujourd'hui que ce n'est pas un instrument qu'il vous faut, vous vous retirez. Maintenant que vous êtes là, mais vous dites, je suis là pour travailler avec vous. Je m'engage à respecter les principes qui régissent le travail chez vous. Mais je dois respecter à la lettre mes engagements. Mais si je ne peux pas, je me retire bonnement. C'est si simple que ça. Qu'on ne nous distrait pas. Il y a du sérieux à faire. C'est un peu ce que je pense. Il y a du sérieux sur le continent. Il ne faut pas continuer à divertir les Africains. Les pays africains alors ont ratifié cet accord si aujourd'hui ils se retrouvent dans la difficulté de l'appliquer. Mais observez simplement ceux qui sont aujourd'hui en difficulté pour respecter. Mais ils ne se ressentent pas. C'est les mêmes qui sacrifient leur peuple. C'est en cela que je dis que l'Union africaine a encore du travail à faire. Parce que dans ce débat, ce qui est fondamental, que nous, Africains, parfois, peut-être si à moi, parce qu'on veut juste défendre un ego, on ferme les yeux là-dessus. Ce dont il est justement question de ce peuple africain. Parce que combien de fois, nous, Africains, on s'est montré capable de nous rendre vraiment justice? Combien de fois, pour être honnête? Alors, dans ce dossier où on veut poursuivre Omar El-Béchir, il s'agit de défendre les causes perdues. Où les Sud-Africains n'ont pas été, je dis les Sud-Africains, les Soudanais n'ont pas été capables de faire. Il s'est agi de rendre justice aux plus faibles. C'est de cela qu'il est question, ça on ne le dit pas suffisamment. Donc, on demande à Omar El-Béchir, s'il n'a pas à se reprocher, de venir expliquer ce qui s'est passé. Et il doit pouvoir le faire en bon chef. Donc, ça là aussi c'est fondamental. Il faut le marteler et demander à nos chefs. Il doit pouvoir le faire, comme le président kenyan. Oui, forcément, mais il ne le fait pas. Tout le monde n'est pas Uhuru Kenyatta. Tout le monde n'est pas le président kenyan. Et il y a une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'Afrique qui doit reprendre son destin en main. Lorsque vous ratifiez un traité, vous devez le respecter. Les États-Unis n'ont pas ratifié ce traité. Donc, ils ne se sont pas sentis obligés de le faire. Et même s'ils ne l'ont pas fait, parce qu'il y a une disposition de la Cour pénale internationale qui prévoit que si le Conseil de sécurité le demande, eh bien, la CPI peut aller au-delà des territoires qui sont sous sa juridiction. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Mais l'Afrique
j'ai entendu parler une fois de la justice africaine, d'un tribunal, d'une cour pénale internationale africaine. Oui, il faut aller sur ce terrain-là. Parce que quand vous parlez des pays ici à moi, la Côte d'Ivoire, c'est un exemple. La Côte d'Ivoire a dû transférer le président Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et j'ai suivi une conférence de presse du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro, qui disait que si la Côte d'Ivoire s'est sentie obligée d'envoyer Gbagbo à la Cour pénale internationale, c'est parce que à l'époque, la Côte d'Ivoire n'avait pas les tribunaux pour juger Gbagbo. La Côte d'Ivoire était dans une situation où il n'y avait ni police, ni armée, ni justice. Et qu'aujourd'hui, étant dans cette situation où il y a un revirement de la situation, où il y a la justice, il y a la police, l'armée et tout le reste, ce n'est pas la peine, par exemple, de transférer Simon Gbagbo à la CPI. Oui, mais dans le cadre du Soudan, mais et pourtant, non, je vais revenir au Soudan. Et pourtant, ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de transférer Blé Goudé. Nous sommes dans une situation où il y a la justice, et pourtant on l'a fait. Donc je pense que l'affaire de la CPI est devenue une affaire politique. Politique parce que si les États ne se sentent pas obligés de laisser leurs nationaux sous la juridiction de la Cour pénale internationale, ça va être un débat vain. Et la Cour doit revoir peut-être ces textes pour obliger les politiques à aller dans le respect strict de ce qui a été signé comme accord. Mais la réaction de Mugabe, votre appréciation non, moi, je ne suis pas surpris de ça. Je ne suis pas surpris de ça. Vous savez, avec Mugabe, c'est un peu la gérontocratie. La gérontocratie parce qu'à son âge, on n'a plus tous les sens. Hein? Oui, on n'a plus tous les sens. On dit certaines choses, on fait certaines choses. Oui, mais est-ce que ce qu'il dit, c'est mauvais? Non. Parce qu'il estime quand même qu'il est temps que les Africains se prennent également en charge eux-mêmes. Parce que la CPI aujourd'hui qui ne juge que les Africains, est-ce que c'est vraiment ce qui était voulu à la base? Mugabe, c'est un réactionnaire. C'est un réactionnaire. Et je ne suis même pas sûr que des fois on le prenne très au sérieux par rapport aux réactions qui sont les siennes. Mais il fait un débat sérieux. Il fait un débat sérieux, mais il faut aller au-delà du discours. Est-ce que chez lui, au Zimbabwe, lorsque il a pris les terres chez les Blancs et tout le reste, est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce qu'il a réglé les problèmes chez lui? C'est ça le problème. Donc, faire le discours pour dire oui, il faudrait que la Cour pénale internationale puisse juger d'autres leaders, d'autres continents, je suis d'accord sur la théorie. Non, mais lui de la propose carrément que l'Afrique se retire. L'Union africaine fasse une proposition pour que les pays africains se retirent de la Cour pénale internationale. Si c'est ça la solution, c'est possible. Et si on se retire de la Cour pénale internationale, ça veut dire qu'en alternative, on est en train de proposer la création d'une Cour pénale africaine. C'est une option. Oui, on peut saluer. Est-ce que l'Union africaine aujourd'hui est prête à prendre en charge justement ce volet? Est-ce que les chefs d'État africains qui se sont réunis en Afrique du Sud se prononcer sur cette proposition? Parce que le tout ne suffit pas de créer une cour. La cour que vous créez doit fonctionner. Et le financement également, bon, parce que le dossier de Hissène Habré est là depuis plus de 20 ans. À la Cour pénale internationale, on ne l'a pas jugé. De tous les continents du monde. Et quand vous avez des magistrats au niveau d'une cour, il y a un fonctionnement. Il y a un budget, il y a beaucoup de choses. Est-ce que les pays africains, incapables d'avoir une force africaine de maintien de la paix, est-ce que ces pays africains sont aujourd'hui capables de financer une cour pénale africaine? C'est la grosse question. Joël Yetonji, est-ce que les Africains peuvent financer une cour pénale? On n'est pas encore prête. On va y arriver, mais il faut travailler. L'existant, il faut travailler pour. Et cet existant aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on se décide pour se retirer de la Cour pénale internationale, c'est que nous acceptons, nous adhérons à l'esprit de la Cour pénale internationale. Donc il faut faire avec. Il faut subir. Il faut respecter la rigueur de la loi. Pas de subir. Lorsqu'on ne vous a pas fermé les yeux, il ne faut pas encourager ces chefs qui se permettent d'injurer publiquement le peuple en disant oui, qui n'étaient pas témoins de ce qui s'est passé chez eux. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes responsable, vous répondez de tout ce qui se passe chez vous. Mais on a encore sur ce continent des chefs qui se permettent et regardent droit leur population dans les yeux pour leur dire oui, moi je n'étais pas informé quand ça se passait chez moi. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Cela signifie en somme que ces chefs, tant qu'il s'agit pour eux de se protéger, continuer, pas gérer tels des despotes, non pas des démocrates, tous sauf des démocrates, non, mais des despotes, oui, ça les arrange. Non, ça ce n'est pas de la démocratie, c'est tout sauf de la démocratie. Mais il faut saluer un peu cet élan de la justice sud-africaine. C'est déjà un petit pas que Omar el-Béchir sache
qu'il finira. Il a encore 5 ans devant lui, je pense, et il est encore en exercice. S'il ne met pas suffisamment de gants, je pense qu'on finira par l'interpeller. Parce que je dis, on ne doit pas l'oublier. L'Union africaine est d'abord là pour le peuple. Elle est là pour la nation africaine. Alors, quand il est question de rendre justice à ces peuples, il faut que nous trouvons un répondant. Le répondant, aujourd'hui, on a tout reproché à la CPI, mais on n'a pas de répondant favorable pour les gens. Joël Etondi, nous allons évoluer. L'une des principales recommandations de ce sommet porte également sur le Burundi. L'Union africaine a demandé un report des élections dans le pays et l'envoi de troupes militaires pour sécuriser le pays. Une demande à laquelle le président Nkurunziza a déjà répondu par le négatif. Alors, que pensez-vous de cette réaction du président burundais? On ne peut pas être surpris par sa réaction. J'ai dit, il y a longtemps que Nkurunziza n'entend plus et ne voit plus. Il évolue selon ses convictions intimes. Pour lui, comme il a dit, il y a autour de lui des gens qui foncièrement sont opposés à sa vision, sont opposés à la vision du peuple. Il n'y a qu'une minorité qui n'est pas contente de ce qui se passe. Et donc, cette minorité, on peut marcher là-dessus. Vous voyez de quel type de chef l'Afrique encore hérite en plein 21e siècle. C'est bien dommage parce que pour un bon berger, une seule brebis en perdition, il court à sa recherche. Oui, mais est-ce que ce n'est pas déjà une bonne chose que l'Union africaine ait eu à se prononcer officiellement sur un report des élections dans ce pays et régler, poser le problème réellement? Elle sait qu'elle peut aller au-delà de ce qui se passe. En quoi le problème fondamental, depuis hier, je l'ai dit, on ne va pas refaire l'histoire, le problème fondamental et qui se pose reste celui du 3e mandat de Nkurunziza. Cette cour s'est réunie, n'a pas pu piper mot là-dessus. Aujourd'hui, elle se propose d'envoyer une force pour cadrer ce qui va se passer, pour sécuriser, débarrasser le Burundi de ses milices. Est-ce qu'il y a de miliciens au Burundi? Il faut répondre à cette question. Ça, ce n'est que de l'hypocrisie. Oui, mais il y a des Ils le savent. Les jeunes armés par le pouvoir en place. Non, s'il vous plaît. Ce que nous qualifions aujourd'hui de miliciens, ce que Nkurunziza qualifie aujourd'hui de miliciens, ce ne sont pas des miliciens dont vous et moi sommes en train de parler. Ce sont ces manifestants qu'on a jetés en prison. Ce sont ceux-là qui ont dit non à Nkurunziza, pas de 3e mandat. Il y a les jeunes armés, justement, par le pouvoir, qui sont là également et qui essaient d'influencer ceux qui marchent. La Cour africaine n'est pas, l'Union africaine plutôt n'est pas en train de parler de ces jeunes-là. Voilà des antécédents que l'opposition a brandis. L'opposition a demandé au nombre des préalables à régler pour pouvoir aller aux élections. Ils ont demandé à ce qu'on essaie de désarmer ces jeunes-là. On ne s'est pas prononcé. L'Union africaine ne s'est pas prononcée ouvertement là-dessus. C'est de l'hypocrisie. Ça n'a pas d'autre mot. Moi, j'observe et je dis, malheureusement, le Burundi n'est pas sorti de l'ornière. On risque toujours le pire au quotidien avec le Burundi, tant qu'on ne va pas trouver les voies et moyens pour faire entendre raison à Nkurunziza. C'est l'histoire du serpent qui se mord par la queue. Donc là, Mabalo. Moi, je pense que l'Union africaine parle de tous ces jeunes qui mettent à mal la paix au Burundi. Sans vouloir lui arracher la parole, je dis, il faut être précis. Il faut être précis, nous ne sommes pas sérieux. Quelle précision? Tous les jeunes qui entravent la paix dans ce pays sont concernés par ce que l'Union africaine a dit. Oui, mais est-ce que ce sont les troupes militaires qui vont régler ce problème-là? Parce qu'on sait qui les a armés, ces miliciens dont vous parlez. Donc, vous savez, moi, on peut bien demander à Nkurunziza d'arrêter d'armer les jeunes miliciens et de se retirer du pouvoir et de ne pas tenter le 3e mandat parce que tout le nœud est là, comme l'a dit tout à l'heure. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas surpris par la réaction de Pierre Nkurunziza. Pourquoi? Parce que Mme Zuma avait déjà dit clairement sa position sur la question du 3e mandat. Oui, elle a dit en tant que secrétaire permanent. Oui, mais elle a dit, mais elle n'est pas négligée dans le système. Oui, le sommet des chefs d'État doit pouvoir sortir un communiqué officiel sur le problème, sur la crise. Vous n'allez jamais entendre les chefs d'État de la sous-région, n'est-ce pas, entériner un 3e mandat au niveau du Burundi. Pourquoi ils ne le disent pas officiellement? Il y a eu tellement de réunions, mais personne n'a osé le dire. Nkurunziza, il faut partir. Personne ne le dit. On cherche des moyens détournés apparemment. Pourquoi est-ce que cela se passe ainsi? On a déjà fait un débat sur ce plateau où nous avons conclu que la plupart des chefs d'État peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ça veut dire, en fait, en se préservant eux-mêmes, ils font de l'hypocrisie alors devant les médias, devant la scène publique. Lorsqu'on ne se prononce pas sur une question, ça ne veut pas dire qu'on soutient la question. Ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas prononcés sur la question du 3e mandat
qu'ils sont en train de soutenir un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Mais Mme Zuma a tout dit, et moi je ne la néglige pas. Je pense que elle n'est pas à négliger. Oui, elle est à un niveau. Là, c'est un sommet quand même des chefs d'État africains. Alors, ils auraient pu quand même se mettre ensemble pour dire, ok, la décision de l'Union africaine, c'est d'aller chercher Nkurunziza, par exemple. C'est un exemple. Voilà que ils n'en l'ont pas dit. Et voilà qu'en Burundi... Est-ce que cela ne confirme pas l'hypocrisie des chefs d'État au niveau de ces institutions panafricaines? Joël, voilà qu'au Burundi, dans le pays de Pierre Nkurunziza, la Cour constitutionnelle a dit que M. Nkurunziza est dans ses droits pour briguer un troisième mandat. La Cour l'a dit. Ça, c'est la justice constitutionnelle du Burundi qui l'a dit. Mais à partir de cet instant, si les Burundais n'ont pas réglé cette question chez eux, qu'est-ce que vous attendez des chefs d'État de la sous-région? Je ne sais pas. Il faudrait bien qu'à l'intérieur du pays de Pierre Nkurunziza, qu'il y ait une contestation constitutionnelle et que son mandat soit déclaré anticonstitutionnel pour que les autres chefs d'État puissent s'agripper à ça et dire quelque chose. Alors, voilà la réaction. Voilà la réaction de Nkurunziza. Quelle pourra être la suite dans cette affaire? Quelle sera la réaction de l'Union africaine selon vous? Joël l'a dit, et pour l'une des rares fois on arrive à s'accorder sur ça, c'est que le président Pierre Nkurunziza est devenu aveugle et sourd, il n'écoute plus personne. Et donc c'est sa volonté qui est en train de passer au Burundi. Malheureusement, ça va être comme ça. Maintenant, si le contraire devait arriver, je crains fort que nous ne tombions dans une escalade. Je crains fort que nous ne retombions encore dans un génocide. Et ça va être triste pour cette partie de la vie. Chevalier Tondi, quelle pourra être la réaction de l'Union africaine? Elle n'aura pas de réaction. Cette Union africaine a manqué d'écran, a manqué de cran il y a longtemps. Et vraiment, on reste simplement optimiste que les choses vont changer un jour. Mais pour l'instant, on ne peut rien espérer de cette Union africaine. Lorsque vous voyez des délégations étrangères, vous voyez des ambassadeurs se prononcer, vous voyez l'Union européenne se prononcer ouvertement, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi si vous n'êtes pas simplement de complices de ce qui arrive à ces populations que vous prétendez défendre et protéger? Cette Union africaine, on aura de cesse de le dire, est là pour défendre cette Afrique en marche, ce peuple qui croit en son destin, qui pense qu'il mérite d'être aussi heureux et l'accompagner. Mais ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. On a une dame de fer qu'on respecte, qu'on admire au passage, mais malheureusement, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. On aurait pu l'accompagner, cette brave dame, quand elle a donné de la voix pour dire merde, ce qui se passe là n'est pas encouragé, et dit à l'unanimité, oui, Pierre Nkurunziza, nous, chef d'État, nous ne pouvons pas t'accompagner parce que le chemin que tu empruntes n'est pas sablonneux, mais c'est rocailleux et dangereux. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, qu'on ne nous distrait pas, je vais le répéter, qu'on essaie, si on a encore un peu de cœur pour le Burundi, franchement, de demander ouvertement à Nkurunziza, quand bien même on sait ce qui donnera comme réponse de laisser tomber le pouvoir et de positionner quelqu'un pour Merci. Juste un mot, quand vous parlez d'avoir un peu de cœur, mais les relations internationales, ce ne sont pas des sentiments. Non, je parle de l'Union africaine. Mais malheureusement, vous voyez, quand vous décidez, non, il faut regarder de l'autre côté. Quand vous voulez ressembler aux gens, ressemblez bien aux gens. L'Union africaine a essayé de regarder ce qui se passe de l'autre côté. L'Union européenne a dit, mais tiens, aujourd'hui, c'est de grands ensembles qui gagnent. Cette Afrique qui va gagner demain sera unie. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. On est d'accord. Mais écoutez, qu'on fasse les choses au bien. Ceux-là ont eu le courage, c'est de ça que je parle. Ont eu de quoi. Vous voyez, je suis admiratif de cette Union européenne. Quand ça se passe, je dis, quand un seul, on n'est pas apatride. Quand je dis un seul blanc, les gens pensent qu'on est con. Non, moi-même, je suis fier d'être blanc. Je suis un citoyen du monde. Mais je dis, j'aime la façon dont cela réagissent. Quand on apprend un Belge tombé dans un rapt ici, tel autre a été décapité hier, vous voyez un peu ce que ça suscite. Mais c'est ce que nous voulons pour cette Afrique-là. L'Union africaine, on dit qu'on massacre des milliers de citoyens. Et ceux-là n'ont pas le courage pour dire ça ne va pas. On peut applaudir ça. Moi, simplement, je ne comprends pas. Merci, et je suis triste pour l'Union africaine. Merci. Merci donc, madame, monsieur. C'était notre premier débat de cette émission qui se poursuit. À présent, je vous propose le flash d'information pour faire le tour de l'actualité en Afrique et dans le monde entier. En visite ce mardi en France, le président ivoirien Alassane Ouattara a promis au cours d'un entretien avec son homologue François Hollande que l'élection présidentielle dans son pays serait totalement apaisée. Il s'est également exprimé sur la rétention provisoire du président Omar El-Béchir en Afrique du Sud à l'issue du sommet de l'Union africaine. En Égypte, un tribunal a confirmé ce mardi la peine de
contre l'ex-président Mohamed Morsi pour s'être évadé de prison lors de la révolte de 2011. Un peu plus tôt, le même tribunal l'avait condamné à la prison à vie pour espionnage et à 20 ans de prison pour incitation à la violence contre les manifestants en 2012. Enfin, la Tunisie a connu ce mardi l'un des plus graves drames ferroviaires de son histoire avec la mort d'au moins 18 personnes dans un accident entre un train et un camion dû à un défaut de signalisation au passage à niveau. On dénombre également 98 blessés, dont 3 dans un état critique. Ce débat se poursuit. Nous prenons à présent la destination de l'Égypte où le sort semble s'acharner contre l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Après les condamnations à 20 ans de prison et à la prison à vie, il vient d'être condamné à mort par un tribunal de son pays. Nouvelle condamnation à mort, nouvelle condamnation de Morsi en Égypte. Un long chapelet de peine pour l'ancien président islamiste. Ce sera le deuxième sujet à débattre juste après ce générique. Pour ce second sujet, j'ai toujours sur ce plateau mes deux invités, donc Lama Balo et Joël Yetonji. Joël Yetonji, je reste avec vous. On dirait alors que le ciel actuellement tombe sur la tête de l'ex-président égyptien. Une longue série de condamnations pour un seul homme. Est-ce que vous ne pensez pas que cela soit un peu exagéré pour l'homme? Ah oui, ce ne serait pas exagéré de le dire. C'est plus que de trop. Ce qui se passe là, malheureusement, ne sert ni la justice égyptienne, qui est là pas un peu congrue, mais ne sert ni l'Égypte, ni toute cette région d'Afrique. Aujourd'hui, s'il y a encore un bastion qui permet de stabiliser un peu ce grand vent qui souffle sur cette Afrique et qui tend à la déstabiliser, je pense que c'est l'Égypte. Mais malheureusement, à cette allure où nous parlons de concorde, nous parlons de stabilité pour cette région de l'Afrique, si ça continue comme ça, nous pouvons dire, eh bien, adieu à la paix dans cette région d'Afrique. C'est une fois encore une manœuvre de plus pour déstabiliser cette partie d'Afrique. Oui, je dis, ce n'est pas possible. C'est la justice de son pays qui le condamne. Les décisions de justice restent ce qu'elles sont. Nous la respectons, je la respecte. Mais le commentaire reste libre. Et je dis, c'est dommage pour cette Afrique. Nous n'allons pas couler des larmes. Nous essayons de rester réalistes pour revenir sur les faits qui lui sont reprochés. Je dis. C'était un ancien prisonnier qui est sorti de prison pour prendre le pouvoir. Donc on estime d'abord qu'il s'est évadé de prison, donc on l'a condamné pour cela. On estime qu'il a fait de l'espionnage pour l'étranger, il est condamné pour cela. Et on estime maintenant qu'il a appelé à tuer des manifestants. On le condamne également pour cela. Je vous remercie. Ce n'est pas justifié. Je vous remercie parce que chaque fois, vous avez pris le soin de dire on estime, on estime, on estime. C'est vrai. C'est malheureusement ça la triste réalité. On estime. Je dis, quelle justice pour cette Afrique? Non, les hommes de droit, s'ils veulent apprécier... La justice a dû faire l'enquête avant de déclarer la peine. Donc, vous pensez quand même qu'on n'allait pas le condamner pour juste parce qu'il a volé un coq? Il y a 20 ans de cela que l'Afrique a vécu ce qu'on est en train de vivre en Égypte. Oui, 20 ans de cela. Des jugements de masse. Vous avez vu ça encore, ça remonte à quand? On se croirait au temps d'Hitler, avec ce qui se passe avec Sisi. Oui, on a été admiratif quand l'homme est venu, on l'a applaudi, c'est vrai, il est adulé du peuple, mais il faut faire attention. On veut gouverner pour qui? Vous comptez combien ils sont, ces soldats, ceux-là qui constituent le dernier rempart pour l'Égypte aujourd'hui, c'est l'armée. Vous savez combien ils sont au quotidien? Aujourd'hui, on en a encore tué, ces policiers. C'est ça ce qu'Al-Sisi veut pour son peuple? C'est ça ce qu'il veut pour les officiers? On parle de stabilité. Aujourd'hui, on dit, nous avons un ennemi commun sur cette Afrique-là. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on parle de Boko Haram. De l'autre côté, on parle de l'EI et que sais-je encore. On veut combattre ce phénomène. En ce moment, on donne des armes à ceux-là. Quand vous êtes meurtri de cette façon, vous n'êtes pas tenté par les armes, je ne vous le souhaite pas. Mais écoutez cela, écoutez-les, vous comprendrez un peu leur douleur. Je dis ce que Morsi... cette succession de peine peut encourager les islamistes. Ça encourage déjà en sourdine. Et quand ceux-là seront suffisamment mûrs, ce qui va se passer en Égypte, si on n'arrête pas trop tôt Sisi dans ces dérives, je dis dans ces dérives, eh bien l'Égypte partira en fumée. Pire que ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Parce que les gens n'ont plus d'autres issues. Alors, l'EI, il ne restera que les armes alors? Il ne restera que les armes. Ils saisissent déjà les armes. Ils veulent la paix pour leur pays. Le premier chef, je veux dire, démocratiquement élu en Égypte. Alors, on veut le punir, qu'on sache punir. Oui, quand même.
On dit prison à vie. Donc là, pour qui, donc dans là, ces Mambalo, conditions, je dis, je ne comprends Mambalo, pas. Et une fois encore, ça pose le problème de la justice au niveau du pays, de nos pays africains. Vous demandez que la CPI n'intervienne pas. Je pense que Sisi devrait faire un tour aussi à la CPI. Donc là, Oui, mais je ne comprends pas. Hein. Dans un débat précédent, vous avez attaqué, critiqué vertement l'action de la CPI et vous demandez non, encore... non, j'ai dit, il faut faire la part des choses. J'ai été clair, j'ai été clair. J'ai dit tout à l'heure, non, quand on clame, et essaie de dire le contraire de ce que j'ai dit, mais vous m'obligez à prendre la parole. J'ai dit, il faut la parole. Non, non. Laissez-le aller au bout de son argumentation. Écoutez, il ne faut pas intoxiquer les téléspectateurs qui nous suivent. Vous savez, c'est important. Ils sont nombreux, ces jeunes qui veulent apprendre. Et quand nous sommes là, mais qu'ils ne... Attention, c'est important qu'ils ne disent pas le contraire de ce que je dis. Moi, je n'ai jamais dit qu'il faut saluer la CPI dans ses dérives. Mais je dis qu'il faut faire la part des choses. Quand on m'a compris, il ne faut pas dire le contraire de ce que j'ai dit. C'est moi qui anime le débat. Laissez-moi. Il faut respecter mes paroles. C'est important. Laissez-moi corriger au temps opportun. Donc là, si on me donne la parole, je continue. Mais je ne tiens pas à ce qu'on dit le contraire de ce que j'ai dit. Ça, c'est important. Je respecte vos prises de position et je respecte vos affirmations. Mais souffrez que je puisse dire le contraire de ce que vous pensez et que je puisse revenir quelquefois. Mais pas me faire dire le contraire de ce que j'ai dit. D'accord, ok. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que moi, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le président Morsi est impliqué dans 5 procès différents. Et je trouve que c'est dommage que le premier président démocratiquement élu d'un pays comme l'Égypte puisse faire les frais de ses comparutions devant les juges de son pays. Mais la justice égyptienne a décidé. Et moi, je voudrais simplement dire que la roue tourne. La roue tourne, ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer les exactions en Égypte, exactions commises par les proches du président Al-Sisi, même si le président Al-Sisi pense que, eh bien, il arrive à rappeler à l'ordre quelquefois les forces de sécurité publique et qui s'adonnent à ces exactions-là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pourrait lui arriver aussi demain s'il venait à perdre le pouvoir. C'est important. Alors, moi, je veux dénoncer ici la peine de mort. Parce que je pense que quand vous êtes accusé d'un fait et que la justice vient à vous rendre coupable de ce fait-là, vous devez pouvoir payer pour les actes que vous posez. Donc, on ne peut pas refuser une justice, mais une justice expéditive, comme dans le cas ici de Mohamed Morsi. Parce que même au niveau des Nations Unies, on est clair que c'est des procès expéditifs. On a tout fait de condamner le président, même d'écouter les différentes plaidoiries et tout le reste, mais on le condamne à la peine de mort. D'abord, prison à vie. Pour moi, c'est une peine de mort. Confirmer la peine par une peine de mort, je le répète comme ça, c'est ça qui me dérange. Parce que c'est Dieu seul qui a le droit de vie et de mort sur les uns et les autres. Oui, mais au-delà de cette peine, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière indirecte d'étouffer le parti islamiste en Égypte? Oui, c'est clair. C'est clair et c'est de bonne guerre. Lorsque nous sommes sur un terrain politique, les uns essayent d'étouffer les autres. Oui, mais là, au-delà même de la politique, est-ce que cela ne pose pas le problème du risque des terroristes, justement, tel que Joël le disait tout à l'heure? Parce que l'islamisme, aujourd'hui, se sent étouffé sur le plan politique. Est-ce que la solution qui reste ne sera pas la solution armée? Mais le problème est là déjà. Le problème, la dernière fois qu'on faisait un débat sur l'Égypte, j'ai entendu, et là je ne veux pas encore prêter des intentions à quelqu'un, mais j'ai déjà entendu sur ce plateau que, eh bien c'est parce qu'on a pensé que l'Égypte pourrait aider l'Europe à lutter contre le terrorisme qu'on est en train de laisser le président Al-Sisi tuer les Égyptiens. C'est cela qui continue aujourd'hui, la condamnation justement de Morsi. Est-ce que ce n'est pas la suite logique de cela, ce qu'on était en train de dénoncer? Je ne veux pas rentrer dans ces interprétations. Moi, je veux juste dénoncer la peine de mort, dénoncer le traitement qui est fait au président Morsi, parce que je ne sais pas qui la mort de Morsi pourrait arranger. Honnêtement, je ne sais pas. Au contraire, ça doit pouvoir exacerber la situation. Il est le leader d'un mouvement islamiste. Dans tous les cas, donc peut-être en décapitant le leader, cela peut mettre fin justement à son mouvement. Lorsqu'on a tué Ben Laden, est-ce qu'on a mis fin au terrorisme? Lorsqu'on a tué le leader de Boko Haram, est-ce qu'on a mis fin à Boko Haram? Non. Il y a toujours... Les terroristes organisés, c'est une question d'idéologie. Et quand on parle d'idéologie, les gens sont formatés, sont formés pour... Donc c'est pas parce que vous avez tué le leader que vous avez éteint le mouvement. Non, pas du tout. Donc la mort de Morsi ne doit pas régler des problèmes en Égypte. La mort de Morsi ne peut pas arranger Al-Sisi. Donc quand c'est comme ça, ce n'est pas la peine de prononcer ce genre de peine qui crée des problèmes pour la suite.
pays. Et comme Joël, je crains l'instabilité en Égypte, une instabilité qui n'arrangerait personne, ni l'Égypte, ni l'Afrique, ni l'Europe, ni le monde. Donc je ne sais même pas pourquoi il faut aller sur ce terrain-là. Et sur ça, je suis d'accord avec mon cher collègue. Enfin, vous avez trouvé intérêt d'entente, n'est-ce pas, Joël Yetonji? Non, ça crève les yeux ce qui se passe. C'est vraiment triste pour l'Afrique. Lorsque vous êtes adulé, ovationné, accompagné, soutenu par le peuple, continuez d'avoir l'estime du peuple. Parce que je dis, s'il y en a dans vos rangs qui ne sont pas au pas, il faut les aider à être au pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas intérêt à donner plus d'âme à ceux-là qui ne réfléchissent que par l'extrémisme. Il faut les décourager. Les décourager, c'est pouvoir aller au dialogue. Ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, je pense qu'il vaut mieux dialoguer que de chercher à étouffer les gens, étouffer comme ça se passe actuellement. Merci, Joël Yetonji. Mais ça va être un dialogue de sourds. Hein. Merci donc là, Abalo. Merci, Joël Yetonji. Madame, monsieur. Oh, merci donc là. Madame, monsieur, ce sera tout pour votre débat du jour sur Sika Infomag. Merci de nous avoir suivis.